Bonjour, bonjour à tous les participants qui se sont connectés à l'heure. Merci d'être présents. Nous allons démarrer dans quelques instants ce webinaire dédié donc au programme Solar Heating and Cooling de l'Agence internationale de l'énergie et notamment des actions françaises au sein de ce programme. Donc, pour présenter ce matin les actions, autour de moi, je viens d'accueillir donc Daniel Munier euh, donc, de Planer et du programme SHC, Laetitia Brottier donc de Dualsun et Noël Le Pierres de l'Ossier, donc qui seront nos intervenants pour ce webinaire aujourd'hui et qui auront l'occasion de se présenter plus en détail dans quelques minutes. On va laisser une petite minute pour les retardataires et puis ensuite nous démarrons l'introduction. On va peut-être démarrer l'introduction en attendant les retardataires, éventuellement. Donc, Edwige Porchard, donc je vais avoir la charge d'animer et de modérer ce webinaire ce matin. Du coup, je suis au sein d'Enerplan, donc je coordonne la plateforme Socol. Donc, je vais juste rappeler en quelques secondes le contexte, qui est Nerplan et en quoi consiste la plateforme Socol au sein de la filière de la chaleur solaire collective. Je peux passer à la diapo suivante. Voilà, merci. Donc, Enerplan, nous sommes le syndicat des professionnels de l'énergie solaire. Depuis 1983, nous représentons les intérêts de tous les acteurs de la filière solaire, c'est-à-dire à la fois le solaire thermique et le solaire photovoltaïque, et bien entendu également toutes les solutions hybrides solaires. Donc, les adhérents d'Enerplan sont des acteurs sur toute la chaîne de valeur de la filière solaire, donc des fabricants, des bureaux d'études, des exploitants, des institutionnels, euh, des voilà, développeurs. Donc, Toute la, toute la filière est représentée et nous permet donc de défendre les intérêts de cette filière solaire française. Et également, nous avons une mission d'animation et de structuration donc de la filière solaire en France. Et au sein de cette mission d'animation et de structuration, nous avons créé en 2009 avec l'ADEME, donc le soutien de l'ADEME dès le départ et depuis 2013 également de GRDF, l'initiative SOCOL. Donc SOCOL, c'est pour solaire thermique collectif. C'est à la fois une plateforme collaborative auquel vont contribuer des experts de la chaleur solaire collective qui vont donc permettre de produire des outils. Ces outils sont mis gratuitement à disposition des acteurs de la filière, donc du maître d'ouvrage jusqu'à tous les professionnels qui sont concernés par la chaleur solaire collective en France, sur le site de Socol. Et également, nous regroupons donc plusieurs milliers de membres qui sont membres gratuitement du site, ce qui leur permet d'accéder à la partie membre du site et notamment au replay des webinaires. Donc voilà, ce webinaire sera également mis à disposition des membres en replay dans quelques jours. Donc au sein de la plateforme Socol, nous avons une mission d'animation, de structuration, mais également de relais d'information. Et donc, dans le contexte de ce relais, nous avons évidemment également l'opportunité de relayer les travaux des partenaires et des structures qui vont également produire des outils
pour la chaleur solaire collective. Et donc, dans ce cadre-là, nous relayons régulièrement les travaux donc, de Solar Heating and Cooling de l'Agence internationale de l'énergie. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons aujourd'hui lancé ce webinaire à l'initiative donc de Daniel Hunier, que je remercie, et donc avec nos intervenantes, donc Laetitia Brottier et Nolwenn Le Pierres, que je remercie également et qui vont pouvoir du coup se présenter. Et je laisse la main à Daniel pour entrer dans le détail de ce webinaire. Merci. Merci beaucoup Edwige. Bienvenue à tous. Effectivement, je vois qu'on est une bonne grosse vingtaine de participants. Donc, je vais essayer un petit peu de vous parler en quelques minutes déjà de ce qu'est Solar Heating and Cooling, assez pratiquement, hein, puisque tous n'êtes pas sensibilisés à ce qu'est ce beau programme qui permet de pousser l'innovation dans notre domaine du solaire thermique. Donc je vais faire cette intro, puis effectivement après on va faire des focus sur les tâches, donc les projets en cours phares dans lesquels la présence française s'affirme, donc à la fois sur le PVT, sur le stockage. Donc on voit les logos hein, des différentes entités hein, qui vont parler, qui sont proactives dans ce domaine. Donc sans plus tarder, je vais en fait vous faire cette petite introduction. Donc très très vite, en gros, ce sont des diapos qui paraissent peut-être un petit peu ardus, notamment en anglais, mais qui ont pour objectif de vous montrer dans quoi s'intègre ce programme. En gros, tout le monde connaît l'Agence internationale de l'énergie, IEA en anglais, et cet organisme, en fait, qui fait beaucoup d'études, hein, on voit passer beaucoup de choses, même des orientations politiques, a, depuis sa création, mis en œuvre des programmes cadres de collaboratifs qui sont en parallèle des activités de l'AIE et qui permettent de travailler et de pousser l'innovation de manière indépendante et internationale et encore une fois collaborative sur des sujets importants. Vous voyez au passage, vous voyez des mots-clés comme fusion, comme énergie fossile. Donc il y a des choses qui sont un petit peu d'hier ou du futur. Et en plein milieu, vous voyez la flèche rouge, et il y a un domaine de travail duquel est dérivé notre projet Solar Heating and Cooling qui traite des technologies des énergies renouvelables. Donc nous, on se trouve, hein, vous voyez le SHC-TCP comme Technology Collaborative Programs. On est en plein milieu de la partie énergie renouvelable. Et ce qui est important de noter, c'est qu'on est parmi d'autres programmes de collaboration dans l'innovation, que sont par exemple la géothermie, le solaire thermique à concentration, la bioénergie, l'hydrogène ou encore le photovoltaïque. Donc on a notre place, on a notre ronde serviette, je dirais, et c'est vraiment important. Et pour cela, en fait, pour que fonctionne ce programme, en fait, on a chaque pays, et je suis le représentant alternatif, alternate, ce qu'on dit en anglais, de la France. On a chaque pays qui est représentant au sein d'un comité exécutif qu'on appelle EXCO, donc c'est un peu le jargon, et qui pilote les différentes tâches. Et on retrouve notamment au passage celui sur le PVT, mais plein d'autres, on va le voir après. Alors, ça fait une parfaite transition vers qu'est-ce qu'est le scope, le périmètre de SHC, comme Solar Heating and Cooling. En fait, ça englobe les technologies du chauffage et de refroidissement solaire, alors y compris en usage chaud et froid, le photovoltaïque et bien sûr le PVT. Et vous voyez même en bas, on est très inclusif dans SHC, on inclut même l'éclairage naturel qu'on considère comme tel. Donc ça veut dire qu'on étudie les panneaux solaires dans toutes leurs formes, à partir du moment où ils ont l'objectif de créer de la chaleur et ou du froid. Donc c'est très très varié, plus ou moins, on va dire, dynamique. Et surtout, on s'intéresse, comme beaucoup de programmes cadres, à l'aspect applicatif. C'est-à-dire qu'on a assez peu de travaux qui portent vraiment sur les composants, sur des choses extrêmement précises, euh, sauf exception, hein, on verra un petit peu avec Nolwenn dans la partie stockage, mais globalement, on a beaucoup d'approches système. Donc on voit beaucoup d'objectifs bâtiments, industrie, agriculture. Donc on balaye un petit peu les sujets traditionnels applicatifs des énergies renouvelables. Alors, le qui sommes-nous, c'est très intéressant parce que, sauf erreur de ma part, on est un des seuls organismes mondiaux, alors, quelle que soit la technologie, grâce à l'AIE, d'être vraiment intercontinental. On voit qu'on balaye à la fois le continent américain, le continent africain, l'Asie, l'Europe, l'Océanie. Et ça, c'est assez unique parce que du coup, même si chacun a des certifications, des habitudes,
des marchés différents. En fait, globalement, on a vraiment l'intérêt, par exemple, qu'un Australien discute avec un Chinois en face d'un Norvégien, par exemple. Et ça, c'est vraiment intéressant. Même si, en fait, on a des pays, bien sûr, qui sont plus ou moins moteurs. Et le petit supplément d'âme qui est vraiment intéressant, qui est assez unique de par mon expérience des différents programmes cadres, c'est qu'on a une présence non négligeable d'organismes on va dire, de promotion et de gestion de l'énergie, des énergies renouvelables sur le continent africain. Et ça, c'est vraiment quelque chose de notable. Voilà, donc on fait partie des 40 programmes collaboratifs, je l'ai dit. Notre comité exécutif, il est composé de 20 pays et 9 organisations internationales. Et en gros, le chiffre du bas, quand même, qui est notoire, c'est 160 experts. On est présent sur pas mal d'actions au niveau international, au niveau de l'ISES, de Mission Innovation, de l'ISO TC 180, donc qui est vraiment le moteur de la certification sur la partie solaire thermique, notamment des performances capteurs. Mais également, on a comme membre très actif Solar Heat Europe, qui est l'association européenne, dans laquelle Enerplan est très actif aussi. Donc voilà, on a vraiment beaucoup d'actions qui nous permettent d'être un petit peu le phare qui essaye de toujours promouvoir cette technologie. Voilà nos objectifs, rien de grandement surprenant, performance, réduction de coûts, potentiel et mise en valeur des atouts du solaire thermique, et puis en fait regrouper surtout essentiellement la R&D. La stratégie, bon, je ne vais pas la redévelopper. En gros, là aussi, je pense que c'est des choses qui sont très logiques par rapport à tout ce que je vous ai expliqué avant, avec comme priorité stratégique, on voit des sujets qui sont avec un L majuscule, les sujets du solaire thermique. À la fois, bien sûr, l'eau chaude sanitaire, le chauffage urbain, le stockage, la partie intégration avec système hybride, des logiques d'ACV, même on regarde le refroidissement solaire de manière assez totalement agnostique entre thermique et photovoltaïque. Et ça nous amène à nos tâches. Donc depuis 1977, où la tâche 1 a été créée, on est maintenant à la tâche 73, voire 75. Et c'est là qu'on découvre ce que vont un petit peu plus développer mes acolytes. Ce sont les sujets cadres de recherche. Donc ça va du chauffe-eau solaire pour 2030, en passant par la chaleur solaire pour les process industriels, le solaire sur réseau de chaleur et bien entendu le PVT et la logique stockage. Donc voilà un petit peu les tâches en cours et les tâches en cours d'élaboration ou sur le point de démarrer. Donc on voit qu'on est quand même très large et que en gros on est assez couvrant sur quasiment tous les sujets qui couvrent le solaire thermique. Ce sont des tâches qui durent, on va le voir, entre 2 et 4, 5 ans et qui permettent à chacun des pays de contribuer à leur mesure aux travaux. Alors ça me fait terminer mon propos par en fait comment concrètement on peut rejoindre une tâche. Donc l'important c'est que vous déjà vous intéressiez en fait à cette thématique Solar Heating and Cooling, que vous alliez sur le site, notamment que vous téléchargiez les rapports d'avancement ou les différents livrables de cette tâche. Discuter avec le responsable de la tâche, ça peut être intéressant aussi. Identifier les experts et vous, votre rôle sur le temps que vous pourriez accorder. Et en fait, contacter aussi votre point de contact national qui est en fait dans l'ordre d'apparition moi-même, mais aussi Claire Barret de l'ADEME, que je pense beaucoup d'entre vous connaissent puisqu'elle est la référente nationale solaire thermique, ainsi que Paul Caïc, qui lui joue le rôle un petit peu officiel chapeau de management de toutes les tâches de SHC. Et si la tâche est en phase de définition, c'est-à-dire que si elle n'est pas encore en fait vraiment actée, en fait l'intérêt c'est vraiment d'aller rejoindre à travers le responsable de la future tâche, au moins les contacts, et puis d'identifier un petit peu comment vous pourriez participer. Ce que je vous présente ici, c'est à la fois un mode d'emploi qui concerne les experts indirectement, mais également comment, à travers le chaînage avec le représentant national qu'est l'ADEME et moi dans une certaine mesure, planaire, en fait, c'est comment est-ce qu'on peut intégrer. Il y a toujours cette phase intermédiaire où on doit regarder la pertinence. Alors bien sûr, le nerf de la guerre, c'est un petit peu le financement. De ce côté-là,
C'est toujours une tâche un petit peu ardue. Ça dépend de votre capacité de financement propre parce que vous avez un projet de recherche dans lequel il y a déjà un budget pour participer à des actions internationales, ou au moins faire du benchmark et au moins, on va dire, valoriser des résultats de recherche. Ou ça peut être éventuellement de chercher un financement tiers. Et là, le mieux, c'est de s'adresser en fait aux financeurs traditionnels. Voilà, et puis si on a une idée même carrément de projet, alors ça c'est très ambitieux, hein, mais en fait, là encore, main dans la main avec l'ADEME, ça peut être aussi de lancer une nouvelle idée. Voilà, donc dernière chose quand même importante, le site SHC, donc iea-shc.org, il est très riche. Il contient à la fois des publications, des bases de données, des outils même, euh, alors qui sont plus ou moins pratiques et utilisables par des chercheurs ou par des bureaux d'études, mais c'est vraiment un centre de ressources qui est vraiment très très appréciable. Et puis enfin des publications qui sont un peu phares, notamment une qui est le b.a.-ba du marché, le là du marché international du solaire thermique, qui est publié chaque année, qui s'appelle Solar Heat Worldwide, ainsi que vous voyez toute une série de rapports qui peuvent être intéressants. Voilà, on a aussi d'autres actions de communication au sein de SHC qui couvrent l'Académie solaire, donc la possibilité d'organiser des webinaires qui rapprochent un petit peu les résultats obtenus dans les différentes tâches du public hein, à travers des webinaires réguliers. Et puis même la possibilité dans certains pays pour SHC de faire un petit peu on va dire du prêche pour former les différentes entités ou les différents pays qui sont moins développés sur certaines thématiques. Et ça peut concerner, une dernière, on l'a fait même au Royaume-Uni, parce qu'ils n'étaient pas très très avancés sur certaines thématiques liées au solaire thermique. Voilà. Plus d'informations, je terminerai par ça, le site, les publications, les réseaux sociaux. Et j'en ai terminé. Voilà. Et à noter en haut à droite les coordonnées aussi du président de SHC, qui est un Canadien qui est fort sympathique au demeurant. Voilà. Donc j'en ai terminé de mon côté. Je vais même Merci, Daniel. interrompre ma présentation pour laisser la main pour la suite. Alors, dans la transition, on a une petite question pour toi, Daniel. Oui, Si tu es l'alternate, Daniel, qui est le membre permanent du SHC TCP? alors je l'ai dit un peu vite, mais en fait, Ouais. officiellement, c'est Paul Caïc, qui est le représentant officiel, donc membre très actif du service énergie renouvelable qui est situé à Sophia Antipolis. Mais en fait, lui a vraiment une connaissance transversale des différentes technologies. Et donc, la référente finalement technique qui travaille en étroite collaboration avec Paul, c'est bien sûr Claire Barret, qui joue vraiment un rôle pivot, pas que sur ce programme, hein, de manière très générale sur la thématique solaire thermique au niveau national. Donc, je pense qu'il faut envoyer, je vais mettre dans le chat les différents mails. Je pense que de s'adresser à nous trois, ça peut être pas mal parce que on n'est jamais, il n'y aura pas de redondance. Parfait. Merci beaucoup pour ces précisions. Et donc, je vais laisser la place à Laetitia. Ah pardon, c'est mis en allumant mon micro. Oui, Est-ce ouais. que vous voyez ma présentation, je pense? Oui. Du coup, moi, je vais vous parler de la tâche. Donc, c'est le projet 73 PVT Heating Systems. Les systèmes de chauffage solaire, photovoltaïque, thermique, dans lequel Dualsun contribue activement. Et on n'est pas les seuls, vous le verrez. Juste un peu de contexte, parce qu'en réalité, cette tâche fait suite à une tâche précédente, celle de 2018-2020, qu'on appelait la tâche 60, qui était sur l'application des panneaux PVT. Je vais parler de celle-là parce qu'en fait, ça illustre aussi les résultats qu'on peut réussir à obtenir avec une tâche. Parce qu'en réalité, la tâche 73, elle est très récente et donc il y a beaucoup moins de résultats à vous présenter, parce qu'on est encore en cours d'élaboration des rapports et des éléments qu'on pourrait de contenu. Donc sur la tâche 60, on avait 46 participants. Et ce qui est intéressant à noter, c'est que donc il y a beaucoup de pays qui participent. En l'occurrence, c'était 12 pays sur cette tâche-là, mais aussi beaucoup d'industriels. Donc ça nous permet aussi d'avoir un benchmark intéressant de ce que font nos pairs pour nous industriels chez Dwelson. C'est des
Les tâches sont souvent découpées en sous-projets, avec à chaque fois un leader de sous-projet. Donc la tâche en soi a été menée par un Suisse, Jean-Christophe Adorn, mais les sous-projets étaient à la fois de mieux expliquer comment fonctionnaient les systèmes PVT concrètement sur le terrain, de caractériser les performances des panneaux et de modéliser les systèmes pour la sous-tâche C. Et la dernière tâche, c'était vraiment de donner des exemples pour mieux designer les systèmes PVT et du coup avoir enfin, transcrire tout ce qu'on a appris pour que ça serve au marché. Donc voilà comment était organisée la tâche. Je vous ai mis le lien vers la tâche parce qu'en fait, il y a tous les documents sur ce lien qu'on a pu réussir à faire aboutir. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2018, il y avait, et la raison pour laquelle cette tâche avait été menée, c'est qu'il y avait énormément de panneaux hybrides très différents. Ça allait des panneaux sous vide, des panneaux à concentration, à air, survitrés, sans vitrage, mais avec tout type d'échangeurs, aluminium, cuivre, polymère, inox, acier inoxydable, et encore même d'autres que j'oublie certainement. Et il y avait aussi une énorme diversité de systèmes. Donc en réalité, on retrouve dans l'hybride une espèce de grande variation qu'on a aussi dans le solaire thermique en général, hein. Donc on avait pu faire les premières études finalement un peu statistiques pour ne serait-ce que savoir où on en était, quels étaient les systèmes les plus représentés. Et là, je vous ai mis un petit graphique de ce que Daniel Tannhäuser avait fait en Suisse pour identifier donc le marché PVT était essentiellement du chauffe-eau solaire, mais seulement pour un tiers des projets. Et après, on avait beaucoup de PVT associés à de la géothermie pour faire du préchauffage de sondes et du couplage direct avec des pompes à chaleur, mais également un peu de piscine et de PVT air qui permettait de faire notamment le chauffage. Donc, c'était le premier état des lieux et plus précisément, on a pu compter le nombre de panneaux PVT qui avaient été mondialement installés avant 2019. Donc, c'était très intéressant de découvrir qu'il y avait plus de 1 million de mètres carrés de solaire hybride qui avaient été installés déjà. Et d'autant plus, Cocorico, que la France était vraiment leader sur cette technologie, ce qui était finalement une découverte pour les gens qui avaient créé cette tâche, parce que je ne sais pas si vous avez fait attention, mais c'était d'abord porté par des Suisses, Allemands et des Autrichiens. Donc quand ils ont découvert que la France était leader, c'était un peu une surprise. Et donc, on a aussi pu faire des éléments de caractérisation de l'hybride. Donc, on a notamment travaillé sur une annexe au Solar K-Mark pour savoir comment on devait du coup certifier les panneaux hybrides, quels étaient exactement les protocoles à suivre pour qu'on ait tous les mêmes protocoles de certification. Et du coup, notamment quelque chose qui avait été assez flou, c'est de savoir si oui ou non il fallait que le panneau solaire photovoltaïque fonctionne pendant qu'on était en train de mesurer les performances thermiques. Et donc, il avait été conclu que oui, on allait avoir en fonctionnement électrique la puissance thermique qui allait être définie. Et, et donc, c'est pour ça que en fait, c'est intéressant d'avoir finalement le pool de tous ceux qui utilisent le PVT pour décider ça ensemble. Et on a également proposé des guides pour ceux qui voudraient construire des PVT, parce qu'on a vu aussi beaucoup d'erreurs et d'entreprises qui avaient coulé parce qu'il y avait des problèmes de design. Et donc, on avait essayé de mettre un peu tout le savoir dans un premier guide panneau. Et on avait aussi donc, tout un aspect système qui avait été pris, qui avait été l'objectif de cette tâche. Donc, pour travailler en fait sur les systèmes, on s'est rendu compte qu'il nous manquait beaucoup des références communes sur en fait, où est-ce qu'on compte, où est-ce qu'on met les limites du système, de quoi on parle exactement. Donc, je vous ai dit qu'il y avait beaucoup de systèmes différents, mais du coup, même sur les pompes à chaleur, il y avait des systèmes tellement, on ne savait jamais d'où venait exactement l'énergie, à quel endroit on comptait. Donc, on a vraiment défini comment on comptait sur les systèmes. Et donc, après, on a pu faire des comparaisons, des analyses et surtout définir que c'était effectivement performant, l'hybride, dans plein de conditions et dans plein de systèmes. Donc ça, c'est ce qu'on a pu mettre dans les rapports. Et on avait aussi un aspect un peu plus, j'allais dire, politique, puisqu'on avait aussi défini un livre blanc sur l'hybride, euh, et qui contenait également un plaidoyer pour une intégration plus juste au système de soutien, parce qu'il y avait beaucoup de pays où finalement mettre un panneau photovoltaïque et un panneau thermique côte à côte
C'était beaucoup plus aidé que de mettre un panneau hybride, même si on avait exactement la même production électrique et thermique sur ce site. Donc, on avait pu faire des comparaisons de, je crois que c'était 7 pays et 7 politiques de soutien de l'hybride, voilà, pour que ça soit un peu plus harmonisé et surtout que ça soit un peu moins défavorable. Et enfin, on avait aussi lancé une page officielle Wikipédia qui résumait déjà c'est quoi l'hybride, quelle est la performance à la fois thermique et photovoltaïque et dans quel type de technologie il faut mieux utiliser, de technologie hybride il faut mieux utiliser en fonction des applications. Si c'est basse température, par exemple pour de la pompe à chaleur, il vaut mieux utiliser des panneaux non vitrés et si on est vraiment sur du process industriel, plutôt des PVT à concentration. Donc, vous retrouverez tout ça dans la page Wikipédia. Donc, ça a été pas mal de débats. Voilà, tâche 73, elle commence. Elle est portée par un Allemand qui est du Fraunhofer, ISE. Et par contre, les sous-tâches qu'on a définies, ils sont à chaque fois apportés par un industriel et un chercheur. Donc, vous voyez, il y a un binôme par sous-tâche. Donc, ça permet aussi d'avoir des points de vue différents. Donc, la première sous-tâche, ça sera sur les PVT à liquide, donc à eau ou au glycolé. La deuxième tâche sur le PVTR, troisième sur justement la politique et la prise de la connaissance, meilleure connaissance du PVT, et la dernière sur le suivi et la modélisation. Donc on a eu 73 participants à la première réunion de kick-off de février, et on a plus d'industriels, on a 28 industriels maintenant. En fait, il faut avoir en tête que le marché mondial de l'hybride est en forte croissance. Alors ça ne se voit pas forcément en France, mais sur le monde entier, on a une très forte croissance. On a des livrables qui sont prévus, à la fois une carte des installations où il y aura du coup des exemples pour montrer comment les installations marchent et quels sont les critères, les KPIs, donc les indicateurs de performance. On aura aussi un chatbot pour répondre en termes de foire aux questions, des analyses de marché. On va remettre à jour la page Wikipédia parce qu'elle date un peu maintenant, et aussi une proposition de guide pour aider donc à développer des systèmes PVT et à les modéliser. Et enfin, il y aura aussi une prénorme pour la partie PVT-R qui est moins bien définie sur l'application système. Donc, comment ça marche? En fait, on a déjà eu 2 premières réunions, une en février à Berlin, une en octobre en Espagne, à Saragossa, et la prochaine sera en avril 2026 à Graz. Le plus simple, quand même, c'est de venir, parce qu'en réalité, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent à ce moment-là, et ça permet de comprendre bien les tâches, qui c'est qui, les interlocuteurs, les collaborateurs. Voilà, donc à chaque fois, on se fait des petites tablées où on essaie de réfléchir au sujet pour que ça avance, même s'il y a aussi beaucoup de travail de préparation entre les deux. Et c'est pour vous donner un exemple de ce à quoi nous, on contribue. Donc là, par exemple, à Saragossa, on a donné des exemples de suivi d'installation dans plusieurs systèmes pour voilà, avoir une évaluation d'installation avec nos panneaux. Donc, on a pu définir, par exemple, en saisie, quelle était la couverture solaire en hybride. C'était à Val, par exemple. On a aussi une installation du coup en PVT pack sur une maison individuelle, c'est pareil, où on a bien montré quels étaient les COP en fonction d'un fonctionnement de jour, de nuit et des performances moyennes pour donner des indications. On a aussi partagé, donc cette fois en logement collectif, des résultats et comparé à l'étude. Donc là, on est sur une PAC solaire pour du chauffe-eau, enfin pour chauffer de l'eau, donc au fur et à mesure de l'année à Toulouse. Et la dernière, c'était un système de géothermie solaire. Donc vous voyez, c'est 3 systèmes très différents et où à chaque fois, on a donné finalement les mesures sur site pour permettre aussi aux gens qui font des analyses de modélisation d'avoir des bases. Voilà. Et un autre point sur lequel on contribue, c'est qu'avant chaque tâche, on a aussi ce qu'on appelle un workshop, un petit atelier où il y a toujours un thème, mais vraiment axé industrie cette fois. Et donc, par exemple, à Berlin, il y avait sur la compétitivité du PVT et à Saragossa, il y avait sur la chaîne d'approvisionnement et la production des capteurs. Et donc là aussi, Duelson avait contribué. Alors sur la compétitivité, on nous avait demandé de bien expliquer
sur la partie analyse de cycle de vie et donc plutôt impact carbone. Parce que voilà, c'est vrai que la France, avec les analyses, les ECS, les, pour la partie photovoltaïque, donc c'est euh, les, l'évaluation carbone simplifiée et puis aussi la partie euh, euh, plateforme Ignes pour le bâtiment. C'est un peu compliqué d'accès, et donc c'est vrai qu'on est parmi les plus avancés sur les analyses de cycle de vie des panneaux hybrides. Donc c'était intéressant de partager que du coup on avait un impact de l'hybridation qui permettait d'avoir de l'eau chaude avec un très 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 faible impact, puisque c'est 4 fois moins ou 5 fois moins d'impact que même la partie photovoltaïque. Donc ça, c'était intéressant de le dire, et notamment de remarquer qu'il y a très peu de valeur ajoutée chinoise dans les panneaux hybrides. Et donc ça, c'était intéressant à montrer. Et l'autre contribution qu'on avait, c'était du coup comment on arrivait à faire, nous, parce qu'on a une gamme de 3 panneaux, donc non isolés, isolés et avec des ailettes. Donc comment on arrivait à avoir cette gamme de manière compétitive et puis surtout de qualité. Donc, on a montré en fait notre process de qualité, donc à la fois sur le sourcing bas carbone de l'hybride et puis un process 3 en 1 pour l'aluminium. Et puis également notre capacité à faire de la supervision de la production, de l'inspection en ligne, des tests aléatoires, et également des certifications permanentes sur nos produits, à la fois à la grêle, charge mécanique, tout ce qui est brouillard salin et la performance dans le temps. Donc, on a démontré un peu euh, notre capacité comme ça à avoir une gamme de haute qualité, et donc qui se traduit surtout parce que nous, derrière, on arrive à donner des garanties de 30 ans sur les produits qui ont été repris par un assureur en décennale subséquent. C'est-à-dire si Dualson venait à fermer, on aurait un assureur qui prendrait les garanties quand même. Et notre capacité aussi à, du coup payer les SAV s'il y a un problème panneau, on paye en fait les installateurs pour les remplacements. Et, euh, et voilà, on a un SAV réactif. Donc tout ça, c'est des contributions qui nous permettent aux autres de voir ce qui se passe en France chez Dualson. Et réciproquement, en réalité, nous avons du coup les contributions des autres contributeurs qui nous apportent beaucoup, à la fois pour nous situer, mais aussi parce que ça permet ensemble de définir tout ce qu'on a vu, de mieux faire connaître le PVT et de rayonner plus ensemble. Voilà, ensemble on est plus fort, c'est un peu l'idée. Donc, la tâche 73, je vous ai dit, à Graz en avril. Donc, si vous êtes intéressé à participer, n'hésitez pas à contacter. Que Daniel vous a bien expliqué le process, un des 3 sur la partie tâche. Et puis, vous pouvez me contacter aussi directement. Je vous mettrai aussi en lien avec euh, le, le leader de la tâche. Super. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Laetitia. Je ne vois pas de questions par rapport à ton intervention pour l'instant. Donc, on a vu une question dans le chat concernant Daniel, mais Daniel y a répondu. S'il y a des questions plus tard, on pourra y revenir. En tout cas, vous pouvez continuer à les poser dans le chat. Daniel, je te laisse la main. Ah, c'est même, on laisse directement la main à Nolwenn. Allez, allons-y. Alors, ton micro est coupé pour l'instant. Ça y est, normalement, ça doit C'est bon. fonctionner. Ouais, bonjour, bonjour tout le monde. Donc, je suis Nolwenn Lepires, je suis enseignante-chercheur au laboratoire LOCI de l'Université Savoie-Mont-Blanc et EMR du CNRS. Donc, on se situe sur le site du Bourget-du-Lac, à côté de Chambéry. Et donc, je profite de cette occasion pour indiquer à tous ceux qui nous écoutent et qui sont peut-être en transition professionnelle ou en recherche de montée de compétences pour eux-mêmes ou pour leurs collaborateurs que nous avons un master qui s'appelle Énergie solaire, qui fonctionne en formation continue, sur lequel on fait des réorientations professionnelles. Et aujourd'hui, on est en recrutement pour la rentrée de septembre. Donc, n'hésitez pas à me contacter à ce sujet si vous êtes intéressé.
Donc, Daniel m'a demandé de parler de notre implication dans les tâches de l'Agence internationale de l'énergie. Donc, je vais présenter principalement notre action au sein de la tâche 67, qui s'appelait Compact Thermal Energy Storage, avec des sous-titres Materials within Components within Systems. Donc, c'est les matériaux à l'intérieur de composants, à l'intérieur de systèmes complets. Donc, ici, on voit bien les différentes échelles qui ont été abordées dans le projet. Et donc, l'objectif, effectivement, de cette tâche-là, c'est de s'intéresser au stockage de la chaleur. On n'est pas du tout sur du stockage électrochimique, là, hein. On est vraiment sur du stockage thermique en lien avec l'énergie solaire. Alors, concrètement, pour un laboratoire comme on le voit, on s'insère au sein de ces tâches en fonction de ce qu'on développe à un moment donné. Et donc, on s'insère dans l'un ou l'autre des work packages de la tâche. Donc, la tâche 67 avec 4 objectifs principaux. Un objectif très transverse, de comprendre les facteurs qui influencent la densité énergétique d'un stockage et la dégradation des performances. Le deuxième, c'était de la caractérisation de façon reproductible des matériaux. Donc, ici, on était à une toute petite échelle. Le troisième objectif, c'était développer des méthodes pour déterminer l'état de charge d'un système de stockage thermique. Et la dernière tâche dans laquelle on était plutôt nous insérés, c'était d'augmenter les connaissances sur la conception de procédés et de systèmes globaux de stockage de chaleur. Et donc, dans cette tâche-là, on était 60 experts de 14 pays. Alors, c'était principalement des Européens, mais il y avait aussi des Canadiens et des Indiens. Cette tâche s'est déroulée d'octobre 2021 à officiellement fin 2024, mais concrètement, on a terminé en juin avec l'apparition des derniers rapports finaux. C'était beaucoup de travaux de recherche relativement amont par rapport aux tâches qui ont été présentées juste avant. Là, on était plutôt vraiment à l'échelle de la recherche un peu amont. Et donc, c'était principalement des universitaires et des centres de transfert qui participaient à cette tâche-là, qui s'intéressaient donc au stockage compact. Et donc, stockage compact, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire du stockage sous forme de chaleur latente ou sous forme de chaleur thermochimique. Le porteur de cette tâche, c'était Wim van Helden, qui est à AE Intech en Autriche. Et donc, comme Daniel l'a dit, un des enjeux, c'est de financer la participation à la tâche. Et donc, pour financer cette participation à la tâche, nous l'avons couplé à un projet de l'Agence nationale de la recherche que nous avons obtenu sur la période 2019-2024. Donc, quelque part, un petit peu, les planètes se sont alignées pour qu'on participe à la tâche 67. On voit que le contexte de ce projet ANR, c'était pas tout à fait le solaire, mais le lien se fait par le thème du stockage, parce que l'objectif, c'était de stocker la chaleur, dans cet ANR Stockcar, stocker la chaleur dans des matériaux composites, donc on était sur de la thermochimie, pour le chauffage de l'habitacle de véhicules. Et en fait, le lien avec l'énergie solaire, c'est que les conditions à la fois de charge du stock en température, en conditions hygrométriques, etc., et de production de chaleur derrière sont cohérentes par rapport à des utilisations qu'on peut avoir aussi sur du système solaire thermique. Donc, l'idée dans ce projet ANR-là, c'est qu'on va utiliser les phases où le véhicule, donc le camion, est en train de se déplacer, donc en fonctionnement, pour récupérer une toute petite partie de l'énorme quantité de chaleur qui est rejetée par le moteur thermique, pour stocker cette chaleur, pour qu'ensuite, pendant la phase où le camion est à l'arrêt et où le conducteur vit à l'intérieur de sa cabine, pouvoir assurer le chauffage de cette cabine-là. Et donc l'enjeu, c'est de remplacer les systèmes de chauffage auxiliaire qui existent actuellement dans ces cabines de véhicules par un système de stockage pour conserver la chaleur entre une phase et l'autre d'utilisation.
Et donc pour ça, l'enjeu c'était d'avoir quelque chose d'extrêmement compact, et donc on partait sur du stockage thermochimique avec des composites. Alors le stockage thermochimique, très rapidement, qu'est-ce que c'est? Le principe, c'est que on va ici stocker la chaleur sous la forme d'un potentiel chimique. Et donc on distingue 3 étapes de fonctionnement. La charge, c'est-à-dire au moment où on apporte la chaleur à notre stock, est représentée ici. Donc on a au début un matériau en fait qui est composé de 2 composés chimiques. Et par apport de chaleur à ce matériau, on va pouvoir dissocier le matériau en 2 sous-parties, un composé qui s'appelle le sorbat et un composé qui s'appelle le sorbant. Et cette transformation-là, c'est une transformation donc endothermique, on absorbe la chaleur et donc on arrive à séparer les deux composés. Ensuite, on a une phase de stockage, hein, c'est le principe d'un stockage de chaleur, dans laquelle, en fait, à partir du moment où les 2 composés, le sorbat et le sorbant, restent disjoints, mécaniquement séparés, eh ben, on peut stocker la chaleur sous forme de potentiel. Et lorsqu'on a besoin de cette chaleur, en phase de décharge du stock, en phase d'utilisation de la chaleur stockée, bah, il suffit de remettre en contact les 2 composés, le sorbat et le sorbant, et spontanément, ils vont se recombiner pour reformer le composé de départ, en rejetant de la chaleur, donc phase exothermique de récupération de la chaleur qui a été stockée précédemment. Donc ce stockage thermochimique, il a l'avantage d'avoir une très grande densité énergétique parce qu'ici on raisonne sur des procédés de sorption, donc des liaisons fortes ou des liaisons faibles à l'échelle chimique, qui permettent d'avoir une énorme quantité de chaleur stockée sur un petit volume et sur une petite masse de matériaux. Et donc on est beaucoup plus élevé que du stockage sous la forme sensible ou sous la forme latente. Comme on stocke sous la forme d'un potentiel chimique, et donc il suffit d'avoir les 2 composés stockés séparément, on a peu de perte de chaleur, et donc on a la possibilité soit de stocker la chaleur sur une longue période, et ce procédé est beaucoup utilisé d'un point de vue solaire pour cela, stocker la chaleur de l'été jusqu'à l'hiver suivant, soit on a la possibilité de transporter de la chaleur, ce qui est aussi un enjeu autre que pour le domaine du transport en général, et donc transporter la chaleur en transportant les composés, sorbat et sorbant, d'un lieu à un autre. Alors concrètement, comment ça se met en place dans un camion? Donc ici, le système, c'est à l'intérieur d'un réacteur. On va avoir un sorbant sous forme de solide, donc on va avoir concrètement des petits grains de composés. Donc nous, ça va être un matériau composite, hein, dans lequel on va faire circuler de l'air, parce que dans ce cadre-là, notre sorbat, c'est l'eau. Et cette eau, a la capacité à être contenue sous forme de vapeur dans l'air ambiant. Et donc, on a les 2 phases. Donc, la phase de charge pendant laquelle le véhicule roule, dans ce cas-là, on récupère de la chaleur au niveau du moteur qu'on vient apporter à de l'air, et on monte à des températures de l'ordre de 100-150 degrés. Et en chauffant cet air à cette température-là, on va pouvoir réaliser la déshydratation, donc le séchage, de ce composite qui se situe dans le réacteur, et on rejette comme ça l'humidité qui était contenue dans le réacteur vers l'air extérieur. Et ensuite, pendant la phase d'utilisation, donc la phase de décharge de notre stock, ici, on a un procédé un peu en 2 parties, parce qu'on veut quand même éviter de renvoyer de l'air qui a circulé dans le réacteur directement dans la cabine, pour des raisons de qualité de l'air. Et donc là, on prélève l'air humide à l'intérieur de la cabine. Cet air humide va pouvoir venir circuler dans le réacteur par un système de ventilation, hein, c'est la ventilation classique qui sert à la qualité de l'air à l'intérieur de la cabine, et donc être circulé à l'intérieur du réacteur. En circulant dans ce réacteur avec du sel qui a été déshydraté, la réaction de sorption a lieu, et donc l'air sort beaucoup plus chaud et beaucoup moins humide. Et donc, on va pouvoir ensuite utiliser un échangeur de chaleur double flux pour récupérer l'air sortant, récupérer la chaleur sur l'air sortant pour chauffer l'air entrant.
Donc, au niveau des enjeux scientifiques, un gros enjeu, c'est le développement de ce matériau de sorption, donc ce matériau poreux, ces petites billes qu'on place à l'intérieur de notre réacteur. Et pour cela, dans l'ANR, il y avait 4 partenaires spécialistes de matériaux et de chimie, de laboratoires lyonnais, donc le LMI et l'IRC Lyon, un laboratoire de Valenciennes, le LMCPA, et puis Arkema, qui est spécialiste des éolites. Et donc l'enjeu, c'était pour eux de développer un matériau qui soit à la fois stable, qui contienne beaucoup de réactifs chimiques et qui en même temps soit très poreux et garde sa porosité pendant l'ensemble du fonctionnement du système. Et pour cela, donc, ils ont développé des matrices inertes et très poreuses sur lesquelles les matériaux, donc les sels thermochimiques, ont été déposés, pour pouvoir conserver les propriétés de fonctionnement du matériau sur l'ensemble du cyclage. Donc à l'échelle du matériau, donc à l'échelle de quelques milligrammes de matériaux, on a obtenu dans le projet des performances très intéressantes. On retrouve ici le matériau le plus performant qui a été développé dans le projet, avec des capacités de sorption de l'ordre de 70% de contenu d'eau par kilogramme de 70% de masse d'eau par rapport à la masse de matériaux, et ce qui donne des capacités de stockage de l'ordre de 2000 kJ par kilogramme. Donc là, à l'échelle vraiment du matériau, toute petite échelle. Nous aussi, on a développé plutôt l'échelle réacteur, donc l'échelle procédé, échelle pilote, dans laquelle on a testé une énorme quantité de 60 grammes de matériaux. Alors 60 grammes, c'est rien du tout par rapport à ce qu'on va utiliser à l'intérieur d'un camion. Mais comparé aux quelques milligrammes qui est développé par les laboratoires de matériaux, c'est déjà un palier très très important. Et donc, vous voyez qu'on a testé différents matériaux que les laboratoires partenaires nous ont fournis, avec différentes matrices inertes, différentes mises en forme, différents types de sels qui a été déposés et différentes compositions en sel et contenus en sel de ces composites. Et donc, on a caractérisé ces matériaux à l'échelle d'un réacteur, donc un petit réacteur de quelques dizaines de grammes. Et là, on voit que par rapport à un matériau témoin qui est relativement bien connu, qui est une zéolite, eh ben, on a réussi à doubler sur le composite le plus performant les performances en densité énergétique de stockage. Donc on a pu diviser par 2 la masse totale du système qui serait nécessaire à être utilisé. D'un point de vue température, la courbe en noir ici représente l'évolution en température du matériau témoin, donc d'une zéolite, et la courbe en rouge ici représente le matériau le plus performant que nous avons testé, qui est le M25, et on voit que les températures obtenues sont tout à fait comparables également. Sur les résultats majeurs, ben voilà, on a aussi fait cycler ces matériaux-là sur une petite quantité de cycles, donc on n'a pas fait des cyclages très très longs, mais on voit que sur ces cyclages-là, on n'a pas de dégradation des performances en fonction du matériau testé. Sur certains matériaux, on montrait des dégradations immédiatement, en fait, parce qu'ils étaient mal conçus. Mais sur le matériau le plus performant, donc on a pu doubler la densité énergétique, avoir des cinétiques de charge, donc des puissances possibles pour le réacteur qui sont intéressantes, même si globalement c'est quand même moins performant que la référence zéolite. Et donc, tout ça nous permet de se projeter éventuellement une application en véhicule, mais on pourrait le faire également sur une application solaire et bâtiment pour le chauffage de la cabine d'un camion. Donc, avec certaines hypothèses très simplifiées, on voit qu'on aurait besoin d'à peu près 400 kg de matériaux, si on prend le matériau le plus performant, pour avoir une autonomie quotidienne de chauffage de ce camion-là sur le nord de l'Europe. Et donc, c'est quelque chose qui est applicable. Par contre, quand on regarde le coût, on comprend aussi pourquoi c'est pas tout à fait mis en place encore à l'heure actuelle.
Alors, si je reviens sur l'intérêt et l'impact de la participation pour un laboratoire à une tâche de l'Agence internationale de l'énergie, alors de façon très concrète et très factuelle, sur ce projet-là, donc Élise Berru, qui était postdoctorante sur le projet ANR, a pu participer à plusieurs réunions de la tâche. Alors, quand je dis financer une tâche, c'est compliqué, en fait, c'est financer les déplacements pour se rendre aux différentes réunions. Et donc, grâce à ces réunions, elle a pu à la fois mettre en avant ses résultats et les résultats du projet ANR, et aussi développer un article. Et donc, il y a un article qui a pu paraître en lien à la fois avec un partenaire de la tâche de Slovénie et un partenaire de la tâche espagnole, avec qui on a pu avoir des contacts privilégiés au cours de ces réunions de la tâche, pour pouvoir développer un article et comparer nos résultats de façon pertinente. D'un point de vue un peu plus, on va dire un peu plus large, un des avantages de participer aux tâches de l'Agence internationale, c'est que pour ces jeunes collègues, doctorants, postdoctorants, eh bien, ça permet d'avoir une première expérience internationale, même s'ils ne restent pas sur place dans le pays, de développer leur réseau. Et potentiellement d'avoir un CV qui permet d'être valorisé ensuite derrière. Et donc, notamment, Élise a eu un prix sur son travail. Et donc, peut-être que le fait d'avoir mis en valeur et en évidence ces collaborations internationales ont contribué à ce prix. De façon encore plus large, le fait de participer aux tâches donc pour un laboratoire, pour moi, c'est aussi l'intérêt d'avoir énormément d'informations et d'informations vraiment très pointues sur le domaine qui nous intéresse. Et donc, en particulier, souvent les tâches et les porteurs de tâches ou de work package développent des collaborations avec des congrès. Et donc, dans le congrès Eurosun en 2022, il y a eu une session spéciale qui a été organisée en lien avec la tâche 67, sur lequel, effectivement, dans Eurosun, on a parlé spécifiquement de stockage, et sur lequel on a eu énormément d'incitations pour participer. Et donc, effectivement, on a contribué à ce congrès dans ce cadre-là. On reçoit également des propositions sur les journaux scientifiques, puisque donc en lien aussi avec les tâches, on est identifié comme spécialiste du domaine, et en fonction des special issues qui sont développés par tel ou tel journaux, on est identifié comme potentiel participant à ces articles et à ces revues-là. Et de façon encore plus générale, en tant qu'enseignant, effectivement, on reçoit directement les newsletters de l'IEA et du SHC. Et donc, moi, concrètement, ça m'aide aussi à mettre à jour mes enseignements. Voilà, mais je vous remercie pour votre intérêt pour tout ça, et je vous encourage à participer à la suite de cette tâche 67 si vous vous intéressez au stockage de chaleur. Et la suite, c'est décomposé en deux tâches. La première à l'échelle du composant, donc là on reste à l'échelle système, et c'est une tâche dans laquelle nous, à l'échelle du LOCI, on va participer, parce que c'est l'échelle à laquelle on est pertinent. Et puis la deuxième tâche qui est proposée à l'heure actuelle, les deux sont en cours de début, de démarrage, c'est à l'échelle du matériau, donc c'est plutôt vraiment à la petite échelle ici. Sur la tâche 74 auquel on va contribuer, donc il y a une première réunion de lancement en Suède en novembre dernier, mais c'est tout à fait ouvert encore à de nouveaux participants, et c'est également Wim van Helden qui mène les choses, donc n'hésitez pas à le contacter. Et une spécificité donc de ces deux nouvelles tâches qui sont développées, c'est que ce sont des tâches conjointes entre deux programmes de l'IEA, le programme SHC dont on a parlé, et aussi le programme Energy Storage, qui est un programme technique. Et donc, c'est pour ça que les tâches ont deux numéros. Le premier numéro correspond à la référence du programme SHC, et le deuxième numéro correspond à la référence du programme de stockage. Mais donc, c'est un peu deux communautés qui vont se rencontrer là-dedans et qui vont pouvoir travailler sur ces sujets. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Nolwenn. Donc, alors, nous avons quelques
quelques questions. Certaines ont été déjà... donc, alors. Oui, je Donc, du pense coup, qu'il y a oui. des petits compléments que tu peux faire, notamment sur une question très intéressante de Mathieu de l'Université de Bordeaux sur le couplage solaire plus pack géothermique. Redvi, je te laisse parler un petit peu des activités en cours côté Sokol. Oui. Alors, nous, côté Sokol, donc, on a démarré il y a 2 ans, un groupe de travail qui était au départ également basé sur le stockage, mais de manière un peu plus précise sur le stockage qui pouvait être utilisé pour des stockages d'énergie qui seraient valables pour le solaire thermique, donc stockage au niveau des cuves, mais également du stockage donc en fosse. Et également, on a commencé à regarder les couplages avec du stockage qui permet à la fois donc de stocker de l'énergie solaire thermique et d'être utilisé par des pompes à chaleur géothermique. Donc ces travaux ont abouti à la production d'un livret qui a été publié l'année dernière, donc qui est disponible sur le site Sokol. Et cette année, nous démarrons donc la semaine prochaine, mardi, un groupe de travail avec l'AFPG pour regarder beaucoup plus précisément les couplages avec la solaire thermique et la géothermie. Donc que ce soit effectivement un couplage de ce type-là, à savoir donc un couplage central commun entre guillemets entre le solaire thermique et la géothermie, donc utilisable à la fois par les deux types d'énergie, mais également le couplage dans lequel le solaire permet justement de réchauffer les sondes et d'empêcher le refroidissement des sondes et qui n'est pas forcément utilisé directement en tant que chaleur solaire, j'allais dire pour un usage classique. Sachant que, alors je ne sais pas vous, mais moi mon écran clignote, mais je ne sais pas si vous me voyez. Non, c'est bon, c'est bon. Ah d'accord, bon, je On est sais sur pas le mur si... d'image. Bon, c'est parfait. Du coup, par rapport à ça, je voulais également vous préciser que sur ce dernier type de couplage, hier, donc, nous avons une présentation de Claire Barré de l'ADEME sur les conditions de financement pour donc les fiches de conditions d'éligibilité et de financement pour 2026 et qu'elle nous a précisé que dans les CEF 2026 de la géothermie était prévu justement de financer des projets sur ce type de couplage, donc à savoir avec des collecteurs solaires également pour éviter le refroidissement des centres géothermiques. Donc voilà, ce sont des sujets qui sont vraiment d'actualité, qui avancent et, et donc qui sont en complément un petit peu de ce qui vient d'être évoqué. Je vais juste rajouter un petit mot sur l'étude effectivement qu'on avait réalisée sur ce couplage. Donc le LOCI a travaillé sur ce type de couplage sur une installation réelle. En fait, avec la mairie d'Annecy, on était sur une école primaire, sur lesquelles effectivement c'était un couplage particulièrement pertinent parce que l'école primaire, il n'y a pas d'utilisation l'été. Et donc, que faire de cette chaleur solaire produite en excédent en juillet-août? Et donc, on a été sollicité par la mairie d'Annecy en lien avec un projet qui avait été financé par l'ADEME, qui est terminé là depuis quelques années, pour étudier de façon détaillée ce circuit et les dimensionnements en fait des différents composants. Parce qu'initialement, donc il y avait une toute petite installation solaire avec des sondes géothermiques qui avaient été installées pour la pompe à chaleur. Et en fait, ils se sont rendus compte très rapidement que les sondes géothermiques en fait avaient été mal dimensionnées et mal
enfin voilà, mal conçue, on va dire, et que donc la charge énergétique sur le sol était beaucoup trop importante, beaucoup trop dense. Et donc l'idée, c'était effectivement de coupler l'énergie solaire thermique disponible avec une recharge thermique du sol et de voir quel serait un optimum de dimensionnement des capteurs solaires pour pouvoir permettre cette recharge-là, et avec un suivi aussi en réel sur l'installation existante. Et donc, ça a permis d'avoir des résultats très intéressants parce que donc effectivement, on a montré qu'il fallait agrandir un petit peu l'installation solaire existante, rajouter des panneaux, mais qu'à partir d'une certaine taille de panneau, ça permettait de stabiliser complètement la température du sol et de la ramener en fait aux températures initiales pour voilà, faire cette recharge thermique l'été pour permettre d'avoir des températures intéressantes pour la pompe à chaleur l'hiver suivant. Et donc voilà, le projet pour l'instant pour nous est terminé et l'installation a été mise en place. Et donc nous n'avons pas le suivi de cette installation, mais je pense que la mairie d'Annecy pourrait répondre à des questions sur cet exemple particulier-là si vous le souhaitez. Et je peux compléter qu'en PVT, on a aussi beaucoup d'installations de ce qu'on appelle, nous, la géothermie solaire. C'est vraiment ce couplage entre des sondes et le PVT. Et donc, il y a plusieurs aussi projets qui avaient été suivis, notamment dans la tâche 60 et dans la tâche 73, il y en aura également. Donc, vous aurez des exemples monitorés au fur et à mesure dans la tâche. Merci beaucoup pour ces précisions. Je m'apprête à transférer parce que Mathieu est très curieux sur les résultats, le replay YouTube du webinaire sur le stockage, sur lequel la FPG avait été même intervenue. Donc du 15 octobre dernier, ça fera une bonne introduction. Sachant que quand on est adhérent de Sokol, on peut même accéder aux présentations. Donc voilà, ça permet d'avoir un petit peu de base, je pense, un premier niveau de connaissance sur le sujet. Oui, je rappelle que c'est gratuit. Alors, j'ai pas fait exprès de lever ma main, mon écran est complètement parti. Du coup, Ok. je suis passée sur mon deuxième écran, c'est pour ça que je me regarde plus en face. Oui, je reprécise que c'est tellement gratuit de devenir membre Sokol. Je peux vous mettre le lien. Ça vous permet aussi d'avoir accès à la newsletter qui vous informe pas plus d'une fois par mois, je précise, on ne vous spamme pas la boîte mail sur justement les prochains webinaires ou les relais des tâches SHC également, enfin, ce qui peut être tout ce qui peut être lié à la chaleur solaire collective. Donc, n'hésitez pas, je vais vous mettre le lien là dans le chat si vous n'êtes pas encore membre Sokol. Ce qui est important, je pense, pendant que tu fais ça, c'est vraiment de noter que, et je pense qu'on doit être relativement exhaustif au sein de cette zone d'accueil, j'ai envie de dire, internationale qu'est SHC. En fait, je pense qu'on couvre vraiment quasiment tous les sujets qui se rapportent de près ou de loin au solaire thermique. Et s'il y avait un trou dans la raquette, à la limite, même, c'est une communauté qui est très open. Donc, du coup, si vous travaillez, que vous avez vraiment envie de vous impliquer au niveau international, c'est vraiment une bonne approche. Maintenant, avec l'effet post-Covid, où on peut quand même accéder à beaucoup de choses et à rejoindre même une communauté à distance, au niveau financier, ça quand même, c'est moins douloureux qu'avant, j'ai envie de dire. Même si, et je pense que Laetitia l'a parfaitement souligné, il y a beaucoup d'échanges informels lors des réunions en présentiel qui sont majeurs, qui sont très importantes. Donc finalement, l'effort principal, c'est vraiment d'avoir la capacité de bouger. Donc ça se prévoit 6 mois à l'avance. C'est des réunions qui sont semi-annuelles. Et souvent, si par exemple vous avez un pied j'ai envie de dire, soit dans l'académique, soit on va dire dans l'innovation internationale, il y a toute une série d'événements qui sont en marge, même des réunions, parfois en marge de conférences type. Alors ça pouvait être une époque intersolare, ça peut être la conférence internationale sur le solaire thermique, Eurosun, mais en fait, ça facilite des fois un petit peu la chose. Mais en fait, voilà, je pense qu'il y a vraiment un intérêt. Puis finalement, peut-être c'est aussi un mot un peu conclusif, mais j'aimerais bien avoir le retour de à la fois Laetitia et Nolwenn, c'est que finalement, ces travaux, ils ont vraiment deux intérêts majeurs, s'il fallait simplifier. Le premier, c'est un mot, c'est le benchmark, c'est-à-dire que ça permet vraiment
de savoir tout ce qui se passe autour de nous là-dessus. Et le deuxième, je pense, c'est aussi faire connaître un petit peu ce qu'on fait. Alors, ça peut être dans un but commercial, dans un but académique. Et au milieu des deux, bien sûr, il y a tout le travail de progression scientifique. Mais finalement, la plus-value, je pense, qui est vraiment inégalable, c'est ces deux aspects, notamment surtout le premier, lié un petit peu à ce que je vous ai expliqué en début de présentation, qui est le fait que ça couvre une trentaine de pays et que quand on est dans l'Union européenne, on a les pays de l'Union européenne. Quand on regarde un petit peu en dehors, c'est un petit peu plus compliqué d'avoir ce collaboratif international. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter parce que maintenant qu'on a présenté pas mal de choses, ça permet aussi de faire une petite prise de recul. Mesdames, qu'en pensez-vous? Eh ben, j'aurais pas dit mieux. C'est une bonne synthèse, Daniel. C'est exactement l'intérêt que l'on trouve, nous, à la participation. C'est à la fois diffusion de nos résultats, valorisation de nos résultats, et puis ben, voilà, un benchmark, entre guillemets, facile sur vraiment les dernières innovations, en plus de développer un réseau de collaboration vraiment purement scientifique sur les domaines sur lesquels on travaille. Oui, je rajouterais même l'aspect réseau en premier parce qu'au final, c'est vrai on arrive aussi à prendre des décisions parce qu'on est au niveau planétaire sur des sujets, quoi. Donc, par exemple, nous, on a pu faire évoluer les normes très facilement parce que tout le monde avait été autour de la table en un seul lieu. Donc, c'est très efficace pour le réseautage, à la fois sur des décisions mondiales sur une technologie. Il n'y a pas, y a pas meilleur endroit, en fait. Parfait. Et ben du coup, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. J'ai pas balayé, mais à la limite, je pense Non, qu'on est pas mal au niveau ouais. timing. Mm. Non, Et je voilà. vois pas d'autres questions. Donc, Tout en haut merci du chat, beaucoup. voilà, tout en haut du chat, vous Ouais. avez les coordonnées des interlocuteurs ADEME, qui sont les représentants de premier rang, hein. Moi, je suis qu'un suppléant. Et voilà, avec grand plaisir, peut-être pour une suite. Et puis, un grand merci aussi à Nolwenn et Laetitia pour leur participation. Et puis, à très bientôt, sans doute pour d'autres événements Sokol / Enerplan. Avec plaisir. Merci. Allez, bonne Merci journée beaucoup. à tous. Au Merci Bonne revoir. à tous. journée. Au Au revoir. revoir. Au revoir. Au revoir.